Mesdames et messieurs, bonsoir. 26 mars 2015, il y a 24 ans exactement, que le peuple du Mali, au prix du sacrifice ultime, s'ouvrait lui-même les voies de la démocratie et du multipartisme intégral. La conférence nationale et la transition qui s'en sont suivies ont jeté les bases d'une nouvelle ère, la Troisième République. La Troisième République, et depuis lors, beaucoup d'eau aura coulé sous le pont des martyrs. La Troisième République, pour les téléspectateurs non maliens, connaîtra comme président élu Alpha Oumar Konaré de 1992 à 2002, Amadou Toumani Touré de 2002 à 2012 et Ibrahim Boubacar Keïta depuis 2013. Mais si la passation de pouvoir entre les présidents Konaré et Touré s'est passée normalement, elle n'aura pas lieu entre les présidents ATT et Ibeka. Pourquoi cette rupture? Quel parallèle établir entre mars 1991 et mars 2012? Quel devrait être le Mali d'après mars 2012? Faut-il forcément réhabiliter la chose politique? Comment la classe politique réagit-elle à l'actualité brûlante relative notamment au paraphe d'un accord à Alger? Voilà entre autres questions que nous allons aborder au cours de ce numéro spécial politique, des questions que nous allons aborder en 90 minutes, le temps donc des matchs de football entre la convention de la majorité présidentielle CMP, représentée sur ce plateau par le professeur Younous Amey Diko. Le professeur Younous Amey Diko est président du Rassemblement pour la démocratie et la solidarité RDS, un parti donc de la majorité. Avec lui, au nom de cette mouvance présidentielle également, Ismaël Sako, président du Parti social-démocrate africain PSDA majorité. Mamadou Sangaré Blaise de CDS Mogotigia sera plutôt avec nous la semaine prochaine. Au cours d'une émission, on va le recevoir en tant que porte-parole du président de la République, contrairement à ce qui avait été indiqué dans l'annonce. La majorité présidentielle qui aura donc face à elle l'opposition représentée par M. Tchébile Dramé. Tchébile Dramé est le président du Parti pour la Renaissance nationale Parena. Également M. Amadou Koïta, président du Parti socialiste PS Yelenkoura. Nous allons partir donc pour la première question de cette émission. Le premier sous-thème: faut-il établir un parallèle entre mars 1991 et mars 2012? Amadou Koïta, si on vous pose la question aujourd'hui, est-ce que mars 2012 est parvenu à nous faire oublier mars 1991? Je vous remercie. Je salue les auditrices et auditeurs, téléspectatrices plutôt et téléspectateurs d'Africable. Je vous remercie, puisque dans ce pays, il y a une chose qui manque, c'est le débat politique. Maintenant, mars 2012 est une triste parenthèse de l'histoire de notre pays. Mars 2012 est une violation de notre Constitution, à son article 121, qui dit que le coup d'État est un crime imprescriptible. Mars 2012 a entraîné l'effondrement de notre État, l'effondrement de notre armée et l'occupation des 2/3 de notre pays. Mars 92 a été une répétition de l'histoire, mais ceux qui l'ont fait n'ont pas compris que quand l'histoire se répète, la copie est toujours moins réjouissante que l'original. Mars 91 marque le couronnement d'un combat des hommes et des femmes qui se sont battus contre la dictature, qui se sont battus contre la répression, qui se sont battus contre l'oppression. Mars 91, c'est également le sacrifice des centaines de Maliens qui ont porté l'étendard de la liberté, qui nous ont appris à vaincre la peur, qui nous ont également enseigné l'unité devant l'adversité et qui ont surtout tracé le chemin de l'espoir et de l'espérance.
je voudrais parler des martyrs de la révolution du 26 mars. Je leur rends ici un vibrant hommage. Mars 91, c'est également le combat des hommes et des femmes pour la démocratie, pour la liberté d'opinion et d'expression, pour que vous et moi nous retrouvons ici aujourd'hui pour parler du Mali, pour discuter sans avoir peur. Donc je pense que mars 91 est une date extrêmement importante. D'ailleurs, elle fait partie de ces dates qui valent tout le passé de grandeur, de courage et d'effort créateur des peuples. Parce qu'elle symbolise et concrétise la quinquétance des acquis consciemment vécus par eux. Okay. Monsieur Dramé, sur cette question, le parallèle entre les deux dates, mars 91 et mars 2012. Oui, en mars 1991, il y a eu une révolution démocratique, une insurrection du peuple malien pour la liberté, la justice et le pluralisme. Mars 2012, le 21 mars 2012, il y a eu une mutinerie, un coup d'État militaire. Il n'y a pas de comparaison possible entre les deux. Et d'ailleurs, le coup d'État a eu lieu le 21 mars. C'est une manipulation politique qui a amené à dater le coup d'État du 22 mars. Il s'agissait de faire oublier le 22 mars 1991, qui était un vendredi noir, un vendredi de répression, de sang, de douleur et de larmes, où la dictature d'alors a déversé une couronne de feu sur le peuple malien. Ça, c'était le 22 mars 1991. Le 21 mars 2012, il y a eu un coup d'État militaire qui a renversé un régime élu qui tirait vers sa fin et qui a plongé le Mali dans la situation que tout un chacun connaît et que Koïta vient de décrire tout à l'heure. Un coup d'État militaire qui a entraîné l'effondrement de l'armée, l'effondrement de l'État, et un pays qui était en but à une rébellion, et finalement qui nous a valu de longs mois d'occupation terroriste, les 2/3 du territoire national. Je pense que ce mars 2012 est effectivement une triste parenthèse. C'est un moment de douleur de notre pays. Et je sais que quelques acteurs politiques maliens se sont réjouis de ce qui est arrivé en mars 2012 et qu'il y en a même qui ont cru que c'est un mouvement populaire, ce qui était loin d'être le cas. Et nous avons déjà pu mesurer ce que le coup d'État a provoqué dans notre pays, ce que ça coûtait à notre peuple, à notre pays, le coup d'État de mars 2012. Je pense que l'histoire dira quelles ont été les véritables répercussions de cet événement qui est d'une gravité particulière et dans un pays qui avait conquis de hautes luttes la démocratie et le pluralisme et qui avait écrit dans sa constitution que le coup d'État était un crime imprescriptible contre le peuple et qui finalement, je pense même que l'Assemblée nationale et tous les démocrates de ce pays doivent revenir sur cette parenthèse triste de notre histoire et que le coup d'État de 2012 qui a été bénéficié de mesures d'amnistie, qu'il faudrait songer à revenir sur tout cela parce qu'il ne faut pas encourager les changements non constitutionnels. Okay. Quand le jeu démocratique est en place, il faut accepter d'aller jusqu'au bout. Nous sommes des démocrates et des républicains. Nous l'étions en 2012. Nous le sommes encore aujourd'hui, en 2015. Okay. La démocratie, la constitution, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je n'ai pas eu toujours l'impression que ça a été le cas pour tous les acteurs politiques. Okay. Beaucoup sont allés à Kati dès le 22 mars, au petit matin, au 23 mars, notamment dans l'actuelle majorité. Ok. Est-ce que la majorité, justement, a la même lecture des deux dates? Ismaël Sako, et ensuite, on va donner la parole au professeur Younoussa Mediko. Oui, merci et bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs qui nous écoutent à cet instant-là. Je voulais d'abord commencer mes propos pour, on va dire, présenter nos condoléances à l'ensemble des martyrs et des familles des martyrs de notre pays, de 91 à nos jours, et au regard de la situation
que nous connaissons, sécuritaire que nous connaissons dans notre pays. Nous avons connu naturellement quelques attentats au nord de la République du Mali et par rapport à ces familles, nous qui sont très endeuillées, on présente toutes nos condoléances. Maintenant, par rapport à la situation de comparaison de 91 à 2012, il est important de rappeler que naturellement, 91 a été un moment phare de l'histoire de notre pays, qu'on ne peut pas gommer et qui fait qu'il y a eu naturellement un soulèvement populaire. Il y a eu un cumul de revendications socio-économiques et politiques, parce que les étudiants mécontents, les syndicats mécontents, la classe politique réclamant un multipartisme, ensemble, un cocktail s'est formé, il y a eu explosion, nous avons connu la révolution de mars 91, qui reste pour nous indicatif, symbolique, fondamental, qu'on ne renie pas, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans le multipartisme et nous avons majorité opposition. C'est dans notre conscience de citoyens maliens. Maintenant, il ne faut pas non plus qu'on oublie l'histoire, qu'on ne cache pas les réalités de cette histoire. S'il y a un parallèle avec 2012, c'est que 2012, nous avons quand même... D'abord, je condamne le coup d'État de 2012, fortement, en tant que républicain et démocrate. Mais force est quand même de reconnaître aussi que s'il y a eu le coup d'État, c'est parce que quelque part, on a eu un certain nombre de situations, notamment la crise sécuritaire du Nord, qui a montré les faiblesses d'un État dans l'agonie, les faiblesses d'un État incapable de gérer une crise sécuritaire au Nord, qui a conduit naturellement à une insurrection, à une mutinerie militaire. Le pouvoir n'a pas été capable de répondre, de raisonner, et ça a débouché à ce coup d'État que nous avons connu. Est-ce que chaque fois qu'il y a une crise sécuritaire, il faut un coup d'État? J'ai condamné le coup d'État, M. Dramé. Je dis tout simplement, je fais un parallèle et je fais un commentaire. Dans ce commentaire, je dis encore une fois de plus, le lien qu'il y a entre les deux, il y a toujours un malaise social. Parce que la population malienne ne se reconnaissait plus à la fin de ce régime. Maintenant, mars 2012, c'était aussi un consensus national qui ne disait pas son nom, où personne n'a voulu, à un moment donné, quand ça chauffait, revendiquer la paternité de ce qui se passait. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites là? Je veux dire tout simplement, quand ça chauffait au Mali, quand il y a eu ce coup d'État, quel est le parti politique au niveau national qui a réclamé la paternité du régime ATT avant qu'il ne chute? Il n'y en a pas eu. C'est pourquoi il y a eu ce coup d'État. Personne n'a voulu dire que ce qui se passe, c'est nous. Il a fallu qu'il y ait ce coup d'État-là pour que des gens qui se sentaient mécontents, qui ont vu des intérêts personnels et groupusculaires s'effondrer, ont décidé naturellement de poser une sorte d'embargo sur notre pays pour qu'ils puissent naturellement revenir au pouvoir. Voilà ce que nous avons connu aussi en 2012. C'est une réalité, il faut le dire. Okay. D'accord, on passe la parole à présent au professeur Younous Samedi, toujours sur la même question. Merci, M. Tagara. Je voudrais remercier Africable qui a permis ce type d'échange et remercier tous ceux qui nous écoutent. Je crois que cette question est complexe. Elle est d'autant plus complexe que, pour moi, elle ne peut même pas être un débat contradictoire entre ce qu'on appelle aujourd'hui la majorité et ce qu'on appelle aujourd'hui l'opposition. Monsieur Dramé l'a dit, il dit que parmi la majorité, il y a des gens qui se sont réjouis du coup d'État, entre parenthèses. Mais je vais dire aussi que ceux qui étaient dans la majorité d'hier, certains sont dans la majorité d'aujourd'hui. Ceux qui étaient dans l'opposition d'hier, certains sont dans la majorité d'aujourd'hui, et vice-versa. Il y a des gens qui étaient dans l'opposition d'hier, qui sont dans l'opposition d'aujourd'hui. Donc, en fait, le coup d'État ne peut pas être un débat aujourd'hui,
entre la majorité d'aujourd'hui et l'opposition d'aujourd'hui. En fait, le débat de ce soir, c'est pas sur le coup d'État. C'est juste une question entrée matière. On va revenir. Oui, je suis en train de faire une introduction. Okay. C'est-à-dire ce qu'on a appelé coup d'État et révolution de 91, on ne peut pas les comparer. De mon point de vue, les événements de 91 constituent une révolution populaire. Je n'ai pas dit démocratique. C'était une révolution populaire. L'essence est fondamentalement différente de ce qui s'est passé en 2012. En 2012, certains l'ont appelé coup d'État. Nous ne l'avions pas appelé coup d'État. Nous avons dit que nous prenons acte en ce qui nous concerne, nous. Nous avons pris acte de ce qu'on avait appelé un coup d'État. Et nous avons souhaité construire un vrai Mali sur les résultats. Une révolution qui n'a pas été achevée en 91. Nous avons estimé qu'on allait mettre des institutions en place beaucoup plus compatibles avec notre peuple et notre aspiration. Donc, quand j'entends parler de coup d'État, je crois que ça me fait sourire. À l'époque, nous avons même dit qu'il n'y avait pas d'État, donc ça ne pouvait pas être un coup d'État. Et la CEDEAO, qui était l'ami intime de l'opposition d'aujourd'hui, a dit que ce n'est pas un coup d'État, que c'était une mutinerie des militaires. Et c'est effectivement, c'est comme cela que le problème a été résolu. J'entends le président Dramé qui dit qu'il faut revenir sur la question. Mais les amis de l'opposition, ceux qui ont dit que ce n'était pas un coup d'État, ils ont fait des textes dessus, ils ont amnistié X et Y. Donc aujourd'hui, la majorité d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en 2012. D'accord. Et nous sommes prêts, précisément, à faire sortir le pays du trou dans lequel on l'a enfoncé. Parce que j'ai entendu dire ici que le coup d'État de 2012 a constitué l'effondrement de l'armée. Mais nous sommes tous maliens. Quand il y a eu le coup d'État le 22 mars, le pays était déjà tombé. D'accord. Donc, pour vous résumer... L'armée n'existait pas. D'accord. On laisse M. Dramé réagir et puis après on va essayer d'avancer. Deux, trois points très rapidement. M. Sako a cru devoir dire que quand il y a eu le coup d'État, que personne n'a soutenu, personne n'a défendu le régime d'ATT. Je précise, S'il vous plaît, cher monsieur. S'il vous plaît, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. S'il vous plaît, je suis désolé de répondre. Je me demandais s'il se trouvait au Mali en ce moment-là, qu'il y a eu des partis politiques, des organisations démocratiques maliennes qui ont condamné le coup d'État sans équivoque, qui ont vu dans la prise du pouvoir par les militaires de Kati une interruption du processus républicain et démocratique dans notre pays. Je ne sais pas depuis quand vous êtes dans l'action politique et publique, que si vous étiez au Mali au moment de cette affaire-là, mais vous ne pouvez pas vous permettre à 3 années d'écart, 3 années seulement de distance, vous permettre de dire ce que vous avez dit. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. On va essayer de parler un à un. Tout le monde aura la parole. Parce que là, je veux dire, il y a eu un front qui s'est constitué pour s'opposer à la prise du pouvoir par les militaires. Et que ce front s'est constitué dès le début de soirée de 21 mars 2012. Alors, je ne sais pas à partir de quoi vous pouvez vous permettre de dire ce que vous avez dit. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que quand les militaires font irruption sur la scène politique et que cela entraîne le renversement du régime, du président de la République qui a été élu près de 5 années avant, si on n'appelle pas cela coup d'État, je ne sais pas comment on l'appelle. Le plus important pour vous, ce que moi j'ai dit concernant cette majorité, c'est que des dirigeants de l'actuelle majorité
se sont retrouvés à Kati dès le petit matin du 22 septembre et du 22 mars. Et que cela a continué toute la journée du 22, du 23 et du 24 pour aller faire allégeance au nouveau maître du pays qui venait de s'emparer du pouvoir. Donc certains ont déclaré sur les antennes de l'ORTM qu'ils venaient se mettre à la disposition des nouveaux dirigeants. Certains ont servi de contact entre eux et les dirigeants de la sous-région. Tout cela est connu. Je dis, de nombreux dirigeants de la majorité actuelle ont fait allégeance aux militaires de Kati, du comité de redressement, là, comment on l'appelait déjà, et sous la houlette du capitaine Sanogo. Donc, c'est très clair que quand nous faisons l'histoire de cette période, on ne peut pas le comparer avec la révolution démocratique de 1991. Elle n'était pas seulement populaire, c'était une révolution démocratique aux motivations démocratiques, parce que les gens sont descendus dans la rue pour demander le multipartisme, pour demander la liberté, pour demander la justice. Et ce mouvement-là est allé en s'amplifiant, et que c'était une véritable révolution pour la démocratie, et c'est cela la révolution démocratique. Et que cela n'a rien à voir avec le prononciamento du 21 mars 2012, j'ai l'impression que vous cherchez des justifications, des justificatifs à cette action qui est condamnée par notre Constitution comme étant un crime contre le peuple malien, un crime imprescriptible. Et que faire l'apologie du coup d'État, aujourd'hui, nous sommes des républicains. Aujourd'hui même où nous sommes dans l'opposition, nous ne faisons pas l'apologie du coup d'État. J'ai l'impression que vous faites l'apologie du coup d'État. Attention à l'apologie du coup d'État, parce que les républicains que nous sommes, même dans l'opposition, nous ne vous permettront pas de faire l'apologie du coup d'État sans réagir. Parce que l'apologie du coup d'État, c'est puni par notre Constitution. D'accord, on va laisser la majorité peut-être réagir rapidement, puisqu'on ne va pas s'éternaliser. Je vais quand même qu'on avance. Ismaël, vous allez... ou bien peut-être on va laisser Koïta compléter pour M. Dramé. Ensuite, Sako et le professeur, vous allez réagir pour la majorité. Que moi, je comprends M. Sako. Il n'était pas là au moment du coup d'État, il était en France. Donc, il n'était pas au parfum de l'actualité. Tu es sûr de ce que tu dis? Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Je sais que vous n'étiez pas là. Vous êtes arrivé au Mali il n'y a pas longtemps. Maintenant, quand le professeur Younous Amediko dit que ce n'est pas un coup d'État, pourquoi a-t-on voté une loi d'amnistie pour les putschistes, pour ceux qui ont fait le coup d'État? Une loi d'amnistie, ça veut dire quoi? Nous avons compris. Ce professeur Younous Amediko, vous étiez avec nous le lendemain du coup d'État. Oui. Ensemble, nous avons créé le FDR. Ensemble. Oui. C'est après, je ne sais pas s'il y a un instinct de survie qui vous a poussé à aller soutenir le coup d'État. Sinon, nous étions ensemble. Maintenant, il y a certains qui pensaient qu'il fallait prendre le chemin raccourci pour accéder au pouvoir. Sinon, je ne peux pas comprendre que ceux qui se disent démocrates, que ceux qui se disent républicains puissent accepter, sinon cautionner et faire l'apologie d'un coup d'État. Il a fallu que des hommes et des femmes comme nous, au sein des FDR, se battent pour qu'il y ait le retour à la normalité constitutionnelle, pour qu'il y ait une transition constitutionnelle, pour qu'aujourd'hui il y ait des élections, afin que vous soyez dans la majorité présidentielle. Sinon, un coup d'État, c'est d'abord la suspension de la Constitution. Il y avait eu un nouvel acte constitutionnel, un nouvel acte fondamental. Donc, M. Diko, je pense que c'est un fait de l'histoire. N'essayons pas de dénier la réalité politique et l'histoire de notre pays. Nous avions condamné ce coup d'État parce que nous sommes républicains et c'est grâce à ce combat que vous aujourd'hui vous gérez ce pays et que vous vous retrouvez dans une majorité. Sinon, si on avait laissé faire, le Mali allait être aujourd'hui au bord du gouffre. La majorité va réagir. Juste après, on va passer au prochain point, puisque l'émission, ce n'est pas autour du coup d'État. Merci. Il ne s'agit pas non pas seulement de réagir, il s'agit de rétablir un certain nombre de vérités. Déjà, quand le pouvoir défunt chutait, depuis fin 2011, on sentait les prémices, à moins que vous ne soyez pas au Mali ou que vous ne soyez pas des acteurs avertis et que vous n'ayez pas le sens d'anticipation. Ça aussi, c'est permis. Mais la réalité est là. Et en ce moment-là, vous étiez là, vous n'avez pas vu les choses venir. Et vous avez laissé faire. Le coup d'État est arrivé. Je dis et je répète, nous condamnons le coup d'État en tant que démocrate. Nous condamnons tout acte qui va à l'encontre de notre Constitution. Ça ne se négocie pas. Maintenant, qu'on soit à l'extérieur du Mali ou qu'on soit à l'intérieur du Mali, ce qui est important, c'est que tous les Maliens ont suivi ce qui s'est passé au Mali.
Et en 2012, à l'époque, je me rappelle très bien, M. Koïta, vous étiez responsable des questions de jeunesse au niveau du mouvement citoyen, vous étiez au sein du PDS en 2012 et vous préparez naturellement une candidature avec Bitar. On était là, naturellement. Donc, pour dire qu'on n'oublie pas la réalité de l'histoire et on se rappelle encore une fois de plus, M. Dramé, quand il y a eu ce coup de force qui est intervenu, c'est parce que quelque part, nous avons constaté malheureusement que l'État n'existait plus. C'est une réalité. Nous avons constaté que l'armée était complètement en lambeaux, n'a pas su faire face à la réalité du Nord dans notre pays. Et je paraphrase. Un ancien président de la République, donc de la transition, M. Dioncounda Traoré, n'a pas manqué de rappeler que faisons attention, sinon un coup d'État pourrait se préparer et pourrait arriver le plus rapidement possible. Vous étiez où, M. Dramé? Ok, on va continuer. Le professeur va réagir. Ensuite, on passe à la prochaine question. Vraiment, je vais réagir rapidement. Très rapidement. Je me réjouis d'être là ce soir. Parce que j'attends quand même de contre-vérité. Quelqu'un comme moi qui est avec le président du Parena, nous avons été tous les deux là. Et je crois même que c'est heureux qu'on soit ensemble ce soir. On ne peut rien nous raconter sur cette affaire-là qu'on ne sache pas. Au moment le plus grave de cette transition, je dirais, nos deux partis sont restés en rapport et ont empêché l'explosion politique dans le pays. Mais lorsque on répète c'est un coup d'État, c'est condamné par la loi fondamentale qui est la Constitution, vous savez que nous le savons tous. Mais le problème, c'est que c'est sur la notion de coup d'État que nous divergeons. Le coup d'État, ce n'est même pas nous qui avons dit que ce n'est pas un coup d'État. C'est vous qui l'avez dit avec votre CEDEAO. Est-ce que le capitaine Sanogo a fait un coup d'État ou pas? Il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait de coup d'État. Il n'y avait pas d'État. Il ne s'est pas emparé du pouvoir. Le capitaine Sanogo. Mais quand un président fuit le palais, comment vous appelez? Quand un président fuit le palais, il descend par la colline, comment vous appelez cela? Évitons la polémique. J'ai dit avant de venir ici, s'il vous plaît, j'ai dit avant de venir ici, à moins que tu sois dans un que cette partie du débat, je vais faire cela de façon scientifique et objective. Parce que on ne peut même pas s'opposer sur ces problèmes-là. Donc, c'est qu'on les uns appellent coup d'État, les autres disent qu'il n'y a pas d'État. Moi, je me souviens à cette époque. J'ai dit qu'il n'y avait pas de coup d'État parce qu'il n'y avait pas d'État. J'ai dit que le coup d'État n'était pas seulement salutaire, il était sanitaire. En tant que démocrate républicain. En tant que le porte-parole d'un parti démocratique et républicain. D'accord, ok. Qui était dans le salle de campagne. Est-ce que vous avez fini? Finissez en 30 secondes, il faut qu'on continue. À un mois des élections présidentielles. Professeur, finissez. Qui était dans le salle de campagne, dans la direction de campagne de M. Vous allez avoir la parole. On n'est pas là pour allez-y, on est là pour informer les Maliens, pour dire la vérité. Allez-y, j'ai dit que le président Tchiblé qui est là en 30 secondes, puisqu'il faut qu'on avance. Nous étions dans une coalition de 48 partis pour les fichiers électoraux. On a mené ça jusqu'au bout. Mais à la fin, on nous a fait un fichier consensuel. Les élections étaient jouées d'avance. Toutes les turpitudes qu'on a mis depuis 2011 jusqu'à la fin 2011, le 17 janvier, les islamistes ont commencé à envahir le pays. Tessalit est tombé. Kidal est tombé. Vous voulez défendre quoi après? Okay. D'accord. Donc c'est pour dire que non seulement ce sont leurs amis, la CEDEAO et toute la communauté internationale qu'ils détenaient, c'est eux qui ont fait faire la fameuse loi qui dit que ce n'est pas un coup d'État. Qui dit que s'il vous plaît, Non, il faut vraiment qu'on avance. Voilà, cela dit, la prochaine question que je vais poser à Tchiblé Dramé, c'est, on est toujours autour de mars, les îlots de mars. Comment est-ce que les acteurs du mouvement démocratique s'en sont allés à cette bipolarisation par rapport à mars 2012?
puisque les acteurs du mouvement démocratique de 1991, ce sont les mêmes qu'on a retrouvés, mais au sein du FDR, et puis de la COPAM, et puis de la CSM. Acteurs du mouvement démocratique, on aurait peut-être aimé qu'ils soient ensemble, que les idéaux de mars 91, est-ce que ce n'était pas mieux de les retrouver ensemble Parce que, simplement, il y a eu un événement grave dans notre pays, qui est le coup d'État du 21 mars 2012. Et face à cet événement grave, il y a des gens qui étaient des démocrates et des républicains jusque-là, qui ont cru devoir soutenir ce coup d'État, ou observer un silence complice. Il y en a d'autres qui ont estimé que la République, ce n'est pas une vue de l'esprit, que la République, ce n'est pas des paroles, que c'est aussi des actes, que la Constitution n'est pas un papier qu'on peut utiliser comme on veut, que la Constitution doit être respectée. Donc c'est comme ça qu'est née la ligne de démarcation. Donc désormais dans ce pays, il y a ceux qui ont soutenu le coup d'État du 21 mars 2012 et ceux qui se sont opposés au coup d'État du 21 mars 2012. Je crois que nos vis-à-vis de ce soir sont en train de tout faire pour démontrer qu'effectivement, tous leurs propos tendent à faire croire effectivement qu'ils se sont rangés dans le camp contre la Constitution, dans le camp contre la République. Et que les dirigeants de la majorité actuelle sont précisément les amis de ces NRE-là. Le groupe, je ne sais pas, c'est vous qui connaissez la prononciation. Moi, je ne sais même pas prononcer ce truc-là. Tellement j'étais opposé à eux, vous voyez. Je suis alphabétisé. Non, c'est pas une question d'alphabétisation, c'est quasiment un barbarisme. Au-delà de l'intrusion politique que ça présentait, un coup d'État militaire dans un pays qui avançait vers des élections. Et quel que soit le moment où ça se produit. Je dis donc, en vérité, les propos qu'on entend... Vous allez avoir la parole. Donc la ligne de démarcation est née du coup d'État. La ligne de démarcation est née du coup d'État. Désormais, l'histoire, on ne peut pas la réécrire, on ne peut pas la refaire. Il y a ceux qui ont soutenu le coup d'État du capitaine Sanogo et ceux qui se sont opposés au coup d'État du capitaine Sanogo. Donc, en vérité, la question que vous posez, c'est cela. On n'est pas démocrate ad vitam ad aeternam, on n'est pas démocrate pour toute la vie, on le démontre, on le prouve chaque jour. Il se trouve que face à ce coup d'État, il y a eu certains, c'était très clair, il y a d'autres qui ont eu des ambiguïtés qui ne sont pas encore levées et qui ne se leveront pas parce que l'histoire, les faits sont têtus. Okay. Je suis désolé. D'accord. Koïta, ensuite, on donne la parole au professeur. Non, je voudrais tout simplement rectifier quelque chose. Le professeur pour avancer, mais pas pour revenir à... Non, j'avance. Ouais. Je voudrais dire qu'avant le coup d'État du 22 mars, le drapeau malien flottait partout. L'administration malienne était partout. Il y a eu le coup d'État du 22 mars. La conséquence de ce coup d'État, si je ne m'abuse, le 29 mars, Kidal est tombé, le 30 Gao, le 31 Tombouctou. Donc, le premier, Tombouctou. Kidal est tombé après le coup d'État. Voilà, après le coup d'État. Kidal est tombé après le coup d'État. Moi, je voudrais surtout demander au professeur quel message il envoie aux futures générations. Puisque dans la nuit du 21 mars, il soutenait la candidature de Soumaïla Cissé, qui était candidat pour les élections du 29 avril, puisque le collège électoral avait été convoqué. Comment subitement, après le coup d'État, il quitte ce même Soumaïla qui était dans l'FDR, dont le parti lui était dans l'FDR, et il était le lendemain avec nous. Je vous dis, le lendemain, il était avec nous à la création de l'FDR. Quel message envoie-t-il? Maintenant, dire qu'il y avait absence d'État parce qu'il y avait la rébellion. Aujourd'hui, Boko Haram est en train de sévir au Nigeria. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'État. Je pense que la rébellion de 2012 n'est que la conséquence de l'intervention de l'OTAN en Libye. Nous savions qu'il y avait des difficultés, mais l'armée malienne existait à Kidal, à Tombouctou, à Gao. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que l'armée malienne est à Kidal? Au jour d'aujourd'hui, est-ce que l'armée malienne est à 60 km de Tombouctou? Au jour d'aujourd'hui, est-ce que l'armée malienne est à 60 km de Gao? Pourtant, le 13 septembre 2014, au moment où le président Ibrahim Boubacar Keïta prêtait serment, l'armée malienne était quand même à Gao, Tombouctou, et une présence, même si elle n'était pas significative à Kidal. Professeur, ensuite Ismaël Sako. Je commence par le dernier. Moi, je crois que vous êtes jeune, mais vous êtes nostalgique du passé. Pas du tout. Si. C'est-à-dire tout ce que vous récitez là. Non, le message que vous envoyez aux jeunes nations. Non, il s'agit pas de ça. Ouais. Tout ce que vous venez de réciter sur l'armée malienne qui était par-ci, les drapeaux qui étaient par-là, mais ça montre que vous ne savez pas ce qui se passait là-bas. C'est la tristesse de montrer le contraire. Vous ne le savez pas. De montrer le contraire. Les drapeaux maliens, l'armée malienne, ils ont disparu depuis 2006 de cette zone dont vous parlez.
Il ne s'agit pas d'avoir une toile qui flotte, vous croyez que c'est ça les drapeaux? Ce n'est pas ça les drapeaux. Depuis 2006, ils ont disparu. Les casernes ont disparu. Tout a disparu du Nord. Allez demander aux gens du Nord. Il n'y avait pas de pouvoir et d'État dans le Nord. Ça, c'est d'abord pour cet aspect-là. Est-ce que vous savez que en 2002, je faisais aussi la campagne pour Soumaïla? Est-ce que vous savez pour quelle raison? Et que en 2011, j'ai dit que Dramé et moi, nous avons mené une liste. Et cette liste de partis politiques, il y avait d'autres partis politiques dedans, tels que les RPM, par exemple. Non, pourquoi? Allez-y, on le laisse terminer. Hein. Laissez-moi terminer. Ouais. C'est-à-dire pour rendre les fichiers électoraux propres, pour obtenir une démocratie viable. Je ne parle pas de ça. Pour nettoyer la saleté dans laquelle nous vivions. D'accord. Donc, lorsque nous avons mené tout ce combat jusqu'en fin 2011, nous nous sommes rendus compte qu'on a été floués. Les camarades dont tu parles, y compris les Parada, ils ont accepté les fichiers consensuels. Voilà. Nous, on ne l'a pas accepté. Vous étiez avec Soumaïla, pourquoi vous l'avez quitté? Non, on a signé pour les élections. Maintenant, vous dites pourquoi après on n'est plus ensemble. Ouais. Je vais vous l'expliquer. Parce que Soumaïla était meneur du FDR. Ouais. Si. Oui, allez-y, on le laisse terminer était pour avancer. Dans les FDR. On était ensemble pour la création du FDR. Le Parena était dans les FDR. Ainsi que... La DEMA était dans les FDR. Et vous-même? Ah non. Vous aidez, pourquoi vous faites des histoires comme ça? Vous savez quoi pour pouvoir me dire que j'étais dans les FDR? J'ai refusé de signer. J'ai refusé de signer. Vous étiez à la bourse du travail avec nous. Oui, j'étais à la bourse du travail. Moi, je constate tout simplement. On donne la parole à Sako. Non, je n'ai pas fini. Oui, mais ça dit terminer, professeur. Oui, je dis bien, mais laissez-moi terminer. Si vous me coupez, je terminerai pas. Terminer. C'était maître de mon petit, comment il s'appelle, Maître Tapo, qui lisait les listes. Je crois que je n'avais pas entendu, j'ai dit attention, il ne faut pas que le RDS soit dedans. Il me dit, tonton, ce n'est pas dedans. Donc nous étions tous là-bas réunis. Mais donc vous étiez à la bourse du travail avec nous. Vous étiez avec moi. Oui. C'est vous qui étiez avec moi. C'est nous qui avons appelé à la réunion de la bourse du travail. D'accord. Je suis vraiment obligé de donner. Là, je suis obligé de donner la parole à Sako. Oui, en 30 secondes. Je lui donne la parole après, oui. Non, c'est-à-dire que c'est des contre-vérités qu'il dévite. Il croit que c'est ça la réalité. Oui. J'étais pas avec vous, c'est vous qui étiez avec moi. Oui. D'accord. C'était les premières réunions, on se réunissait, on se séparait, etc. S'il vous plaît, les questions et les réponses, c'est vraiment le journaliste. Justement, c'est vous qui vous êtes agressé du coup d'État. Ok. Sako, vous avez la parole. Oui, Sako. Ensuite, on avance. Je vais tout simplement rappeler ici que nous avons nos amis du FDR qui sont nostalgiques du passé. Vraiment. Qui ont complètement oublié que la chute de l'ancien régime est aussi due à une succession d'événements de mal-être aussi social et naturellement à ce qu'on appelait une précipitation de certaines réformes pour se maintenir au pouvoir. Et avec cela, la situation en Libye qui s'est complètement dégradée, des rebelles qui arrivent par le nord du Mali, qui s'installent au nord, qui sont accueillis en pompe par les pouvoirs en place, qui les ménagent, et il y a eu une certaine complicité. Les Maliens n'ont pas oublié cela. Et on a malheureusement retenu aussi ce qui s'est passé à Guelok. Et c'est pour cela que les femmes militaires, c'est elles qui sont à l'origine, les épouses de militaires, qui sont à l'origine de la chute de l'ancien régime. Il ne faut pas oublier les causes essentielles. Maintenant, le FDR, qui pensait se maintenir au pouvoir pendant un certain moment, qui n'a pas vu le changement et le coup de force venir, a vu tout de suite des avantages partir et se retrouver sur le carreau, à penser naturellement qu'il fallait s'organiser, mettre le pays en lambeaux, écrire à des amis avec lesquels vous avez des acquaintances dans la sous-région et faire en sorte qu'il y ait une sorte d'embargo sur le pays. Et je vais vous dire une chose. Naturellement, il faut qu'on comprenne que force est de reconnaître que les Maliens ne sont pas dupes. Ils sont au parfum des faits et ils ont encore la mémoire fraîche. Et
ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé. Donc, est-ce que pour vous, être républicain et démocrate, c'est naturellement mettre votre pays à genoux? Est-ce que être républicain et démocrate, c'est dire tantôt je suis candidat à l'élection présidentielle de 2013, après je me retire, après je m'insurge contre? Pour nous, c'est quoi? Il faut qu'on sache qu'on ait une certaine ligne de conduite qu'on donne, qu'on présente aux Maliens. D'accord. Voilà, la prochaine question, Monsieur Dramé. On vient de camper le décor. Je rappelle que l'émission, c'est pas sur le coup d'État du 22 mars 2012, c'est surtout sur l'après mars 2012. Quel Mali après mars 2012? Et c'est justement la question que nous allons poser. Monsieur Dramé, peut-être qu'est-ce qui doit être fait au niveau de la classe politique pour que nous n'assistions pas à ce auquel on a assisté en mars 2012, pour que des situations de crise comme celle-là ne se répètent plus jamais dans l'histoire du Mali? La responsabilité de la classe politique par rapport à ça. Il aurait fallu et il faut créer les conditions pour tirer tous les enseignements de l'effondrement du pays en 2012. Pourquoi et comment le capitaine Sanogo et ses soutiens civils sont intervenus dans l'arène pour mettre le pays au fond du précipice? Quelles leçons devons-nous tirer de cela? Je pense que cela n'a pas été fait, malheureusement, ni pendant Quelle la transition. Quelle a été votre part de responsabilité, M. Dramé? Vous allez avoir la parole. Les questions, c'est moi qui les pose. Hein. Les questions, les relances, c'est moi. Chacun va avoir la parole. Allez-y, M. Dramé. Le parti que je dirige, tous les hommes honnêtes de ce pays savent que ce parti a tiré la sonnette d'alarme régulièrement pendant des années sur la situation au nord, qui est la principale question du pays, et question par laquelle le pays s'est effondré. Sur les questions de narcotrafic, sur les questions de présence des djihadistes sur le pays. Tous les hommes honnêtes, je ne parle pas seulement d'acteurs politiques comme M. Sako, n'est-ce pas? Et tous les hommes honnêtes savent que cela s'est passé. Donc, de me demander quelle a été notre part. Monsieur Sako, les questions, c'est moi. Laissez les interlocuteurs parler, vous allez avoir la parole. Calmez-vous, monsieur, vous avez, franchement, votre façon de faire est proprement détestable. Vous savez, calmez-vous. Nous sommes dans un débat entre gens respectables, nous sommes suivis par des millions de personnes au Mali et hors du Mali. Donc, je crois que la qualité, la tenue de ce débat est extrêmement important. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la majorité. J'imagine que vous y êtes parce que vous y trouvez votre compte et que vous assumez votre présence là-dedans. Alors défendez, n'est-ce pas? Défendez, assumez-vous dans le cadre de la majorité. Mais il faut que la qualité du débat, la tenue du débat soit la mesure ce soir. Je dis que il pose une question bien précise. Qu'est-ce que la classe politique doit faire pour éviter la répétition d'événements comme 2012? Je dis, il aurait fallu et il faut, parce que ça n'a pas été fait, que les acteurs politiques, que les représentants de toutes les forces vives tirent les leçons des causes profondes de l'effondrement de notre pays en 2012. C'est grave. Ce qui s'est passé aura des répercussions pendant longtemps sur la vie de chaque jour des Maliens et sur les générations futures. Il est donc important qu'on puisse tirer les leçons de cela. Ça n'a pas été fait, ça reste à être fait. Comment cela nous est arrivé? Quelle a été la part de responsabilité des uns et des autres? Qui n'a pas joué son rôle? Qui n'a pas fait quoi? Je pense que ces leçons, il est important qu'on puisse les tirer. Il est important qu'on puisse les tirer ensemble. Comment notre armée s'est effondrée? On ne peut pas fermer les yeux sur cela. Pourquoi nous avons cédé devant l'avancée des groupes rebelles et devant les djihadistes? On ne peut pas tirer les leçons. Parce qu'on n'a pas tiré les leçons de cela. Vous avez vu ce qui s'est passé en mai 2014. Ce n'est pas le président ATT qui était là. C'est vous qui êtes au pouvoir. C'est vous qui étiez au pouvoir en 2014. N'est-ce pas? Mais vous avez vu ce qui s'est passé dans le pays. Je crois que cela doit nous amener à un peu plus de hauteur dans l'abord de ces questions pour qu'ensemble on voit, pour répondre à votre question, n'est-ce pas? Comment nous devons faire pour avancer? Moi je crois, c'est tirer les leçons. Quand on a connu un choc comme celui de 2012, et le choc ce n'est pas seulement le coup d'État, mettez-vous à l'aise, c'est la rébellion, c'est l'occupation, c'est les horreurs de l'occupation. Quand nous avons connu tout cela, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Ça appelle des comportements par la suite, à la suite des leçons qui ont été tirées. Et la gouvernance que nous voyons dans ce pays-là, à partir de 2013,
je suis désolé, ça ne nous donne pas l'impression que ceux qui gouvernent le pays ont tiré les leçons de l'effondrement du Mali. Okay. C'est pourquoi on reproduit, quelquefois même de manière exponentielle, des erreurs qui ont été commises à un moment donné de notre évolution historique. Ok, on donne la parole à Koïta. Là, on a des propositions. Là, au niveau de la classe politique, qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on n'assiste plus à... Mais je voudrais quand même rétablir un certain nombre de vérités. Oui. Je voudrais dire à M. Sako que le jour du 22 mars, le dernier conseil des ministres, l'essentiel des partis politiques qui constituent aujourd'hui la majorité présidentielle dont il est membre était dans le gouvernement du président. Oui, mais cela dit les propositions. Je cite le RPM, je cite le CINID, je cite le MPR, je cite l'ADEMA. Et je voudrais te dire, le 23 mars, le RPM, qui est le chef de file de la majorité présidentielle, fait partie des pères créateurs du FDR. Ok, Koïta, la question est précise. Donc aujourd'hui, l'UDD, il faisait partie. Le MPR faisait partie, l'ADEMA faisait partie. Donc, Koïta, quelle est la proposition? La proposition, il faut moraliser la vie publique et la pratique politique au Mali pour éviter que les gens changent de position en fonction de la direction du vent. Je pense qu'il faut moraliser. Il faut moraliser et tirer les leçons de 20 ans d'exercice démocratique. Moi, je suis de ceux qui regardent toujours le verre à moitié plein, mais non le verre à moitié vide. Et j'estime que, en regardant le verre à moitié plein, notre mission, selon notre devoir, c'est de combler les vides et rester, consolider nos acquis. Je pense que pendant ces 20 ans, le Mali a suffisamment progressé. Il y a eu des faiblesses, certes. C'est vrai, il y a des faiblesses. La pratique démocratique n'est pas facile, c'est un processus. M. Sako a passé toute sa vie en France. Il sait qu'en France, il a fallu plus de 100 ans pour qu'aujourd'hui la démocratie soit une réalité dans la pratique. Nous, on était au début, après 23 ans de dictature. Vous savez, ce n'était pas facile. Le professeur Younous Amédiko était dans le système, puisqu'il fut directeur de l'ERTM à l'époque. Et j'avais demandé au professeur quelles leçons il envoie aux générations futures. Je crois qu'il n'a pas pu répondre. Il ne va pas répondre sur les questions. Donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut moraliser la pratique politique dans ce pays et la vie politique dans ce pays. Okay. Que les gens ne suivent pas la direction du vent, que les gens ne font pas de la politique pour se servir, mais qu'en fait, que les gens, qu'on aille en politique pour servir, mais non se servir. Il ne faut pas qu'on change de position à cause du pouvoir. C'est ça aujourd'hui qui fait mal. Et c'est ça que nous ne comprenons pas. D'accord. Aujourd'hui, vouloir blâmer les démocrates et républicains, M. Sako, comme je l'ai dit, vous êtes dans la majorité parce que le FDR a existé. S'il n'y avait pas le FDR, le 11 janvier, je vous dis le 11 janvier 2013, au moment où nous on se battait quand on a été attaqué, le procès Younous Amédiko était dans les rues de Bamako pour réclamer la conférence nationale. Il ne se souciait pas de l'unité du Mali. D'accord. On va avancer. On est sur les propositions. Vous en profitez. Oui. Donc je pense que cela est extrêmement important. D'accord. On est sur les propositions. La responsabilité de la classe politique, elle est engagée. Je pense que peut-être sur ce point, vous êtes d'accord avec l'opposition par rapport à ce qui doit être fait pour changer le rôle de la classe politique pour qu'on n'assiste plus jamais à ce type de crise. Oui, mais moi je vais d'abord rappeler que oui, nous allons proposer. Je vais quand même rappeler que lorsqu'on est en quête de promotion et qu'on a du mal à se vendre sur le marché de l'emploi et du travail, ça peut se comprendre, mais qu'on n'en veuille pas à ceux qui aujourd'hui ont cette promotion par mérite. Et c'est la réponse que je donne à mon aîné, M. Dramé. Ensuite, en termes de propositions pour éviter ce qui s'est passé en 2012, nous devons aussi éviter le consensus national que nous avons connu pendant les 10 dernières années de l'ancien régime. Ce consensus national qui a bâillonné les gens, qui a empêché les gens de s'exprimer. Ce consensus national qui a tué notre démocratie et les libertés d'expression. Ça, c'est fondamental parce que, à contrario par rapport à ce consensus national, en termes de propositions concrètes, aujourd'hui, nous avons une tendance de bipolarisation de la scène politique. Cette bipolarisation fait que nous avons une opposition qui se structure davantage, une majorité structurée qui fait face à la réalité aussi. Et nous avons probablement peut-être une triangulaire avec des centristes qui sont aussi en train de s'organiser. Mais le plus fondamental, c'est aussi la cause profonde de ces changements, de ces soulèvements. Et heureusement que les Maliens ont de la mémoire. Il faut qu'on se rappelle que c'est aussi parce qu'il y a eu un souci de gouvernance. Il y a eu une injustice à un moment donné. Il y a eu la déliquescence de l'État. Aujourd'hui, nous avons un État qui s'organise davantage, qui est venu de loin dans une sorte d'abîme, qui sort la tête de l'eau, qui organise et qui aujourd'hui répond aux aspirations des Maliens. Je pense que ce sont les propositions que nous devons faire, que des gens soient formés, que l'armée soit naturellement une armée puissante.
équipés, formés pour faire face naturellement aux évasions de l'extérieur et de l'intérieur, pour davantage sécurité et rassurer les Maliens. Voilà ce que je propose comme sortie de crise pour éviter naturellement ce qui s'est passé en 2012. Professeur, proposition concrète? Merci bien. Concrète. Moi, je pense que les choses sont relativement simples. Et je prends à témoin le président Tchébile. Lorsque nous nous sommes constitués pour réclamer un fichier honnête, cela fait partie de la prise de pouvoir. Et le pouvoir était mal acquis. Il était basé sur la corruption. Il était basé sur le consensus. Il était basé sur l'achat des députés à l'Assemblée nationale. Pendant le dernier régime, on ne votait plus à l'Assemblée nationale. On leur dictait ce qu'il fallait faire. Souvenez-vous du Code de la famille. Comment ce code a été adopté à l'Assemblée nationale? Ce code a été adopté à coup d'intrigue. Ce code était contraire à nos habitudes, à nos mœurs, à nos valeurs ancestrales. Et ce code a été adopté avec des députés qui ont dit « j'ai voté, mais je demande à Dieu de me pardonner ». Ils sont là aujourd'hui, tout le monde le sait. Et quand ils l'ont voté, ils ont disparu dans la nature. Le Premier ministre est parti au Canada. Le président de la République est sorti du pays. Le président de l'Assemblée nationale, je ne sais pas où il était, mais il était si content d'avoir fait adopter sa loi que tout le monde a su comment ça s'est passé à l'intérieur. Mais entre-temps, les musulmans sont descendus dans la rue. 50 000 musulmans au stade du 26 mars. Il n'y a personne pour répondre à la demande de ces populations. Le pouvoir était déjà dans la rue. Ensuite, ceci signifie qu'il faut des institutions propres. Il faut que le pouvoir soit acquis et exercé dans la transparence. Et c'est ce que nous avions cherché ensemble. Ensuite, il faut absolument qu'on éradique la notion de consensus dans le pays. Nous n'avons jamais accepté ces régimes de béni-oui-oui où tout le monde court dans la majorité et quand la majorité change, tout le monde court dans la nouvelle majorité, ainsi de suite. Et je crois que tant qu'on continue cela, il ne peut plus y avoir de régime qui gouverne ce pays. Parce que le laxisme, c'est à travers ça. Et c'est ce qui a fait que notre armée n'existait plus. Donc ça aussi... Il n'y a pas de laxisme aujourd'hui. C'est un point. Il n'y a pas de laxisme aujourd'hui. Non, il n'y a pas de dialogue entre nous. J'ai mon temps de parole. Mais terminé, ouais. Je l'utilise. Donc, si vous voulez, ce que nous avons vu, c'est qu'il n'y avait plus d'armée. Il n'y avait pas de commandement. Tout le monde sait ce qui s'est passé à Guélac. On sait ce qui s'est passé à Guélac. D'accord. Donc, il nous faut refonder notre armée. Je crois que c'est la première obligation pour une démocratie, pour un état de droit, d'avoir une armée qui peut défendre ses frontières. Ok. Le Mali, d'après mars 2012, M. Dramé, est-ce qu'il ne faille pas aussi insister sur la formation, notamment des militants, des partis politiques? Ça peut aider aussi, et puis renforcer un peu la conviction, les idéologies au niveau des partis politiques, des responsables de partis politiques, qu'on assume ses positions, qu'on assume sa doctrine, sa conviction. Ça peut peut-être aider aussi. Oui, bien entendu que les partis politiques ont un devoir vis-à-vis du pays tout court, en se chargeant de la mission de former leurs militants, afin que ce soient des acteurs conscients de la vie politique. Il y a quelques partis sur la scène politique qui se donnent cette peine-là, et qui sont connus pour cela, que depuis des années, font des sessions de formation, veillent à ce que les militants soient des militants qui soient armés pour affronter les difficultés de la vie quotidienne, pour pouvoir analyser les événements qui se posent à nous et ce qui est arrivé. Je dis entre parenthèses que
dans ce débat, mon propos n'est pas de dire que tout était rose dans la période précédant le coup d'État de 2012. Je crois qu'il ne viendra à l'esprit de personne de nier qu'il y avait, pendant cette période-là, des dérives qui, parce qu'elles n'ont pas été corrigées, elles nous ont conduits au 21 mars 2012. Il ne viendra à l'esprit de personne dire qu'il n'y avait pas de corruption pendant cette période-là. Il n'arrivera à l'esprit de personne de dire que la présence des djihadistes étrangers sur notre territoire pendant cette période-là ne fait pas partie des éléments constitutifs de l'effondrement de notre pays, pour ce qui nous concerne en tout cas. Et régulièrement, nos représentants à l'Assemblée nationale et ceux qui prenaient la parole au nom de notre parti sur la scène politique soulignaient le fait qu'il y avait des activités illicites de personnes qui étaient dans le secteur du narcotrafic et que des interpellations, y compris à l'Assemblée nationale, de la part de nos parlementaires. Donc je crois que cela est constant pour ceux qui suivent la vie politique du pays, ceux qui étaient là et qui ont aujourd'hui, avec le recul, l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il y avait un parti politique qui faisait cela et qu'il y avait d'autres également qui le faisaient. Mais cela, justement, relève du travail des partis politiques vis-à-vis de leurs militants et même de leurs devoirs. Parce que nous n'oublions pas, les partis politiques reçoivent, bon an, mal an, une contribution financière de l'État pour pouvoir s'acquitter de leur mission de parti politique. Et de ce point de vue-là, nous avons effectivement des responsabilités. Ok. Sako, sur cette question, oui, la nécessité de former les militants, les responsables, les leaders politiques. Là-dessus, nous sommes d'accord qu'un parti politique, c'est aussi une pépinière d'individus, de personnes qui croient à la chose publique, qui croit à son pays, qui a donc besoin de se former, d'une formation citoyenne, patriotique, connaître son pays, connaître les institutions de son pays, connaître naturellement pourquoi il s'engage aussi. C'est pourquoi la plupart des partis politiques doivent faire un travail auprès des militants pour comprendre, percevoir naturellement ce qu'on appelle l'idéologie de son parti politique. Nous sommes de quelle ligne, de quel bord, de quelle obédience. Ce qui manque aujourd'hui. Les gens militent parce que pour la plupart, on se connaît, c'est un ami, c'est de la famille, on me l'a présenté. Nous devons aller au-delà de cela. Et mieux, en plus de cette formation, c'est que nous-mêmes, leaders politiques, que nous puissions aussi prendre la hauteur pour se rapprocher, parce que nous sommes du même courant politique. Nous avons dans nos textes fondamentaux, naturellement, des éléments fédérateurs. Soit on est socialiste, on est sociodémocrate, ou voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on aille vers ça pour que nos militants comprennent, s'accaparent aussi de la chose politique, comprennent à la fois que faire de la politique, c'est sain, mais il y a aussi une suite, il y a une continuité, il y a une logique, il y a une cohérence dans l'adhésion, dans l'idéologie par rapport aux actes. Ok. Je voudrais partager avec vous un extrait de cet éditorial signé Boubacar Sankaré du journal 26 mars. Je cite les querelles de cloche, les invectives, les intrigues subjectives, voire systématiquement destructives et déstabilisatrices, j'y arrive, sont tout le contraire de l'attitude d'une classe politique dans le cadre du Mali nouveau. Vous ne vous faites pas cadeau, les hommes politiques. Or, la jeune génération, les militants auraient aimé voir autre chose. Vous ne vous faites pas cadeau. Que dire de la nécessité de ce dialogue opposition-majorité, que l'essentiel, à savoir le pays, puisse être sauvegardé. Et là, on commence par le professeur. Oui, mais j'ai une réaction sur la formation des partis politiques, des militants. Voilà. Je crois que nous sommes de vieux militants, de vieux responsables du parti. Je crois que mon jeune président qui est en face, il sait combien on a peiné sur la scène politique pour former nos militants. Son parti est parmi ceux qui forment effectivement les militants, il n'est pas le seul. Mais ce qu'on a constaté, c'est que cette formation ne sert presque à rien, parce que la place est tellement corrompue que c'est l'argent qui marche, c'est pas l'intelligence, c'est pas la formation, etc., etc. Je me suis même demandé à un moment si vous ne voulez pas nous provoquer en nous posant cette question. C'est vrai que nous formons, c'est vrai que nous tentons de former, mais les partis qui forment, ce n'est pas eux qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale. C'est ceux qui jouent avec l'argent, c'est ceux qui achètent les consciences. Donc en fait,
Mais ceux qui donnent de l'argent, c'est des collègues responsables politiques, à vous. Oui. Je n'ai pas dit non. Est-ce qu'il ne faudrait pas leur exhiber des cartons rouges, jaunes? Oui, mais qui doit l'exhiber? C'est leur gouvernement qui doit l'exhiber. Là, longtemps, on a eu des problèmes avec l'administration. Au vu de l'administration, il y a la corruption, mais l'administration dit, mais vous ne vous êtes pas plaint. Okay. Non, on ne peut pas se plaindre parce qu'on ne sait même pas que... c'est après coup que nous savons qu'on nous a fait le coup. On ne le voit pas venir, on ne le voit pas au moment où ça se fait. Donc, on revient toujours à la transparence, à l'honnêteté. Et que le Mali nouveau, il n'y a plus de... L'honnêteté n'a aucune valeur, l'intelligence n'a aucune valeur. Si vous avez servi dans le pays et que vous n'avez pas des millions derrière vous, on vous prend pour un fou. Okay. Donc, ce n'est pas la formation des militants. Voilà, donc pendant que vous avez la parole, réagissez à cette question. Vous ne vous faites pas cadeau. Alors, dans d'autres pays, on peut être opposition ou majorité, mais on respecte l'autre, on n'essaie pas de le déstabiliser, on n'essaie pas de l'enterrer politiquement. Merci ça, bien. C'est un constat au Mali. Je réponds, mais je crois que on fait une mauvaise querelle à la classe politique malienne. Moi qui joue dans ce domaine depuis 2 à 3 dizaines d'années, la meilleure classe politique dans la sous-région, c'est bien la classe politique malienne. Parce que, d'une manière générale, la classe politique malienne voit beaucoup l'intérêt du pays. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas nous. C'est-à-dire que nous avons été transformés par l'ancien régime qui nous a affaiblis moralement, et si bien qu'aujourd'hui, les hommes politiques que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui souffrent de n'être plus au pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert dans la traversée. Et c'est pour cela que vous avez l'impression qu'on ne se fait pas cadeau, mais c'est justement parce que pendant une dizaine d'années, nos valeurs ont été détruites. Il n'y a que l'argent, il n'y a que le plaisir, il n'y a que la jouissance qui prévalait dans ce pays. D'accord. Okay. C'est pour cela que... Mais la classe politique, ce qu'elle fait aujourd'hui, moi je crois qu'elle n'est même pas responsable moralement de ce que... D'accord, on fait réagir Koïta sur cette question et ensuite on va revenir au paraphe de l'accord d'Alger, la dernière partie de l'émission. Avant de répondre à cette question, je voulais rétablir également une certaine vérité. Le procès nous a dit qu'il a fustigé la gestion consensuelle du pouvoir. Je voudrais rappeler que vous étiez membre du premier gouvernement de consensus d'Amadou Touré en 2002. Vous avez également fustigé l'Assemblée nationale. Vous aviez fustigé l'Assemblée nationale. Il n'y avait même pas d'élection. C'était le gouvernement qui a fait les élections. Vous étiez membre du premier gouvernement Agamani en 2002. Oui. Vous avez également fustigé l'Assemblée nationale. Oui. Je voudrais rappeler que Ibrahim Boubacar Keïta était le président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007. Oui. Ibrahim Boubacar Keïta était député au moment où on votait la loi sur le code des familles. Et rappelez également à M. Sako que la démocratie s'apprécie en fonction des progrès qu'elle procure au peuple. Allez-y demander aux populations de Caï si les 10 ans du régime consensuel ont apporté quelque chose. D'accord. Maintenant, sur la question, je voudrais dire... Sur la question, vous l'aviez dit, vous avez fustigé la gestion consensuelle, vous avez fustigé l'Assemblée nationale. C'est pour vous dire tout simplement que... Sur la question, on le laisse terminer rapidement. Koïta, allez-y. Koïta, allez-y. Allez-y, Koïta. Moi, je voudrais tout simplement dire que nous avons une classe politique républicaine, sage et civilisée. Nous sommes l'un des rares pays dans la sous-région où les hommes politiques se parlent, opposition-pouvoir. Après le débat, on sort. Mon frère Sako et moi, on s'embrasse. Le professeur Younous, c'est mon père. Donc, contrairement à certains pays où souvent c'est des règlements politiques, c'est des coupes-coupes, c'est des machettes. Moi, je pense que nous avons une classe politique responsable qu'il faut d'ailleurs féliciter et remercier. Vous avez vu, malgré tout ce qui se passe dans ce pays, l'opposition républicaine que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons fait que dénoncer, mais nous n'avons rien tenté contre le pouvoir en place. Donc ça prouve qu'il y a une certaine... À l'entame de l'émission, on parlait des matchs de 90 minutes.
Là, c'était un peu la pause, la mi-temps. On va attaquer une partie où nécessairement les deux camps ne seront pas d'accord. Il s'agit du paraphe de l'accord d'Alger, pendant que la convention de la majorité présidentielle de pouvoir pense que le caractère laïque et républicain indivisible de l'État est sauvegardé. L'opposition pense que ce document porte les germes de la scission, la séparation du Mali. Sako, sur l'accord d'Alger, en quoi pour vous c'est un bon document? Pour moi, l'accord d'Alger version 2015 est d'abord un long processus de discussion, de consultation et de concertation entre l'équipe gouvernementale chargée de la négociation et les Maliens de l'intérieur. Suivi des débats radio, suivi naturellement de retransmission à la télé de ce qui se passe. Pour moi, l'accord d'Alger paraphé 2015 est un accord d'unité. C'est un accord de stabilisation et n'est pas un accord de désintégration. C'est l'accord d'Alger paraphé 2015, c'est un accord de redressement de l'autorité de l'État. C'est aussi naturellement un accord qui permet de restaurer l'intégrité du territoire. C'est un accord de puissance militaire, dans ce sens que, pour la première fois, contrairement à 2006, cet accord permet, dès sa signature, le redéploiement systématique et immédiat de l'ensemble de nos forces armées dans le septentrion national. C'est un accord de puissance militaire parce que notre armée, de plus en plus, aujourd'hui et après la signature, qui se forme, est équipée et assume ses missions régalienne. Donc c'est aussi un accord d'opportunité. Un accord d'opportunité parce que cet accord permet naturellement à avoir une avancée significative en termes de pouvoir donner à la population une décentralisation poussée, une régionalisation qui donne la possibilité d'élire directement au suffrage un président de région. Mais aussi, c'est un accord de défi. C'est un accord de défi, je termine là-dessus, parce que ça permet à notre génération de nouveaux leaders politiques et nos aînés, ensemble, de préparer 10-15 ans pour faire face naturellement, on va dire, à l'application de cet accord. Nous devons anticiper, nous devons être prêts, donc la vigilance. C'est pourquoi je trouve que cet accord est bon, il a été paraphé et il fait naturellement le bonheur des Maliens. Oui, professeur Younoussa Médiko. Vous savez, mon prédécesseur a dit l'essentiel. Je voudrais dire qu'on n'a jamais eu d'accord avant cet accord-là. C'est ce qu'il faut comprendre. Les régimes précédents ont fait les accords sous la table. Et particulièrement l'accord de 2006 est un accord de haute trahison. C'est un accord de haute trahison. C'est à travers cet accord qu'on a dégarni. Est-ce qu'on peut surtout parler de l'accord de 2015? Oui, mais on le situe. Vous savez, on ne peut pas parler de cet accord sans parler des autres. Mais c'est en 2006, on nous a caché l'accord. C'est un seul homme qui a été à Alger, il l'a signé là-bas, il est revenu. Qui est cet homme-là? Oui, c'est un ministre. Et ils sont revenus. Personne ne nous a donné vraiment le contenu de l'accord. Et je me souviens, le président Tchébilé a organisé des journées de formation sur ces accords qu'on a passés en revue et que certains responsables sont venus défendre l'accord de 2006 quand nous lui avons fait comprendre qu'ils ont fui, ils ont abandonné la population. Le temps file tellement vite que ce sera mieux qu'on parle sur l'accord de 2015. Oui, d'accord. Ouais. Donc on a abandonné la population à l'ennemi. Les biens du Mali à l'ennemi. On était heureux que cet accord dise que l'armée malienne va quitter ses garnisons. Et on l'a exécuté. Ici, non. Quand vous aurez la parole, allez-y. Si vous me trompez, lui, il a son couperet.
Donc je crois que l'accord de 2015... En quoi c'est un bon document? D'abord, il est le seul document qui a été porté à notre connaissance, le seul document auquel nous avons participé. Nous avons participé à son élaboration. Nous avons apporté des amendements. Nos amendements ont été tenus en compte. Donc cet accord-là, c'est quand même l'accord des Maliens. Okay. Et à ce titre, c'est le meilleur accord. C'est un compromis qui, les premiers responsables ont dit que ce n'est pas forcément un idéal, quelque chose de parfait, mais c'est un compromis qui nous permet de nous gérer entre nous Maliens et d'aller de l'avant. Vous aurez la parole pour détailler, mais là on passe la parole à l'opposition. Koïta, d'abord sur l'accord. Moi je voudrais dire que d'abord ce n'est pas un accord pour l'instant, puisqu'il n'a pas été paraphé par l'autre parti. Je suis étonné que M. Sako et le professeur Younes Amediko ne comprennent pas cela. Ce n'est pas un accord pour l'instant. Maintenant, cet accord est mauvais dans son passé, dans sa structuration et dans ses conséquences. C'est un accord d'abord qui ne fait pas référence à notre constitution du 25 février 1992. Primo. C'est un accord, ils ont dit que ça a été l'accord le plus inclusif. Je pense qu'avant que le gouvernement ne paraphe cet accord, le gouvernement avait promis au peuple malien qu'il ne signerait aucun document sans l'aval du peuple malien. Au moment où le groupuscule du MLLA ou bien de la SEMA conditionne le paraphe de cet accord à la sollicitation de sa base. D'ailleurs, est-ce qu'elle existe? Nous, notre gouvernement a paraphé un document qui, si on ne fait pas attention, amène la partition du Mali. Un document qui viole aussi la constitution du Mali. Quand vous regardez dans ces documents, on sent qu'il y a des Maliens du Nord, des Maliens du Sud. Ça remet en cause tout l'héritage de nos pères de l'indépendance, puisqu'au Mali, c'est un peuple, un but, une foi. Ce document remet même en cause notre armée. Au lieu d'une armée nationale, on nous parle d'une armée représentative. Ça veut dire qu'on aura une armée d'ethnie et de communautés. Ce document nous amène pas dans la régionalisation, puisqu'on nous parle de décentralisation poussée. Moi, je voudrais dire que c'est un État fort qui part dans une décentralisation poussée. Au moment où nous avons un État faible, au moment où aujourd'hui notre pays est dans l'instabilité, dans l'insécurité totale, on nous amène dans un système de gouvernance, sinon cette régionalisation nulle part au monde, nous l'avions vu, qui s'assimile d'ailleurs soit à l'autonomie ou au fédéralisme. Cet accord est mauvais parce qu'il n'est pas équilibré. Vous allez vous rendre compte dans l'accord, tous les engagements, c'est soit le Mali, soit la communauté internationale, la partie adverse ne s'engage en rien. On a parlé de redéploiement de l'armée en 2006. M. Sako, en 2006, aucun territoire malien n'était occupé par les rebelles. Tu es sûr? En 2006, en 2006 à Lévis et à Gao, vous on nous a dit que cet accord... Les garnisons étaient vides. On le laisse terminer. Après, vous allez réagir. On le laisse terminer. On nous dit qu'en 2006, que l'accord nous était caché. En 2006, nous avions considéré que c'était un problème territorial. Voilà pourquoi le gouvernement légitime et démocratique a envoyé le ministre de l'administration territoriale pour régler le problème. Comme Moussa Traoré avait pensé que c'était une question militaire, a envoyé le chef d'état-major de l'armée en 1991 pour signer l'accord de Tamaracet. Le pacte national au Mali a été l'accord le plus inclusif au Mali. Il y a eu le forum de Ségou, il y a eu le forum de Mopti. Mais cet accord, le premier document qui est sorti, un élément pour la réconciliation et la paix, il a fallu. C'est difficile. Vous allez avoir terminé, mais après vous allez la parole d'expliciter. On va passer la parole à Je voudrais dire que notre souhait serait parvenir à la paix et la stabilité. D'accord. Mais nous estimons que cet accord, tel qu'il est libellé, le contenu de cet accord n'imposera pas la paix. Monsieur Dramé. Merci beaucoup. Je pense qu'il est constant que le pacte national de 1992 est issu d'un processus participatif jamais égalé dans ce pays. On ne peut pas dire ça, que l'accord de 2015 a été le plus débattu. Le pacte national depuis la conférence nationale. Ensuite, Ségou, Mopti. Je crois que là, il y a eu la participation des forces vives dans la discussion.
à toutes les étapes du pacte national. Mais là n'est pas le plus important. Le pacte national, c'est le passé. L'accord d'Alger de 2006, c'est le passé. L'actualité, c'est 2015. Je comprends que la majorité fasse la méthode Coué. C'est la force de dire que l'accord est bon, que c'est ceci, c'est là. On croit qu'on peut le transformer en bon accord pour le pays. Et je pense que tout ce qu'il y a autour de ça montre que la majorité est bien en peine. De quoi s'agit-il? Cet accord d'Alger est le résultat du rapport des forces sur le terrain. Le rapport des forces sur le terrain, à partir du mois de mai 2014, était totalement à la défaveur du Mali. La visite du Premier ministre d'alors à Kidal, avec ses conséquences désastreuses, la guerre du 21 mai 2014, laquelle le Mali a laissé des hommes et du matériel militaire, et l'abandon des positions. L'armée malienne était au nord. Elle s'est repliée à partir de mai 2014. C'est incontestable. Vous vous souvenez, le 21 mai 2014 au soir, le gouvernement de la République du Mali a déclaré un cessez-le-feu unilatéral. Vous vous souvenez de cela? Au nom du président de la République, le porte-parole du gouvernement est venu à la télévision pour dire que nous déclarons un cessez-le-feu unilatéral. Donc l'accord d'Alger, tout le processus d'Alger est le résultat de la situation qui était sur le terrain. C'est une situation qui n'est pas favorable au Mali et créée, dont l'entière responsabilité incombe au pouvoir public du Mali, au président de la République, au Premier ministre et au gouvernement d'alors. Je crois que ça, ce sont les constats. Maintenant, ce qui est dans l'accord. Vous étiez à la table ronde du 19 mars où plusieurs ministres du gouvernement ont expliqué les contraintes, les difficultés dans lesquelles ils se sont retrouvés. Un ministre du gouvernement a même dit que quelques heures avant le paraphe de l'accord, le gouvernement a produit un document de 12 pages de réserve. Moi, je crois que le moment est venu que notre gouvernement... Vous étiez présent, vous avez entendu un ministre du gouvernement le dire, sans être démenti par ses autres collègues qui étaient autour de la table et qui étaient à Alger. Je crois qu'il est temps que le gouvernement du Mali édifie l'opinion malienne sur les réserves qu'il avait avant de produire ce document. Autrement, on ne peut pas comprendre le débat actuel en cours. Que nous avions des réserves, nous signons quand même. Je pense que si le gouvernement était venu dire aux Maliens, les yeux dans les yeux, chers compatriotes, nous avons été amenés pour telle ou telle contrainte à apposer notre griffe sur ce document parce que les Maliens sont des gens majeurs, nous aurions ensemble examiné les conditions dans lesquelles il est possible de mettre en œuvre un accord qui est évident, c'est difficile. Sa mise en œuvre sera extrêmement compliquée si même l'autre partie avait paraphé. Il se trouve que l'autre partie n'a pas paraphé et que nous sommes donc dans un blocage. Vous allez avoir la parole pour la méthode Coué. Pour détailler. Non. Enfin, c'est vous qui organisez l'émission, mais je pense que la méthode Coué n'est pas la meilleure façon de gérer un problème aussi grave. Notre pays est coincé, nous sommes au pied du mur, nous sommes entre le marteau et l'enclume. Je pense que nous devons de nous parler franchement, en toute sincérité, en toute franchise, parce que c'est notre pays commun. Ce n'est pas le pays de la majorité. Nous qui ne sommes pas de la majorité, nous sommes aussi le pays. D'accord. Ok. Voilà, donc on va donner la parole à la majorité, mais avec des éléments vraiment précis. Quand vous dites que l'accord est bon, en quoi c'est bon, c'est bon. Ensuite, on va donner la réplique à l'opposition quand on dit que ça porte les germes de la séparation. En quoi l'accord porte les germes de la séparation, puisqu'on est en train d'aller vers la fin de l'émission. Sako. Oui, merci. Moi, je vais juste rappeler d'abord que dans ce processus, nous avons eu un débat très inclusif qui a permis au président de la République de nommer le haut représentant du président de la République pour engager les négociations. C'est un Malien qui a été nommé, qui a suivi et qui a rendu compte avec son équipe régulièrement, même si l'opposition aujourd'hui présente n'était pas souvent d'accord et ne voulait pas participer au débat. Notamment, nous avons constaté leur absence forte lors du débat du 7 mars, où elle a brillé par son absence. Elle n'a pas été à mesure d'apporter ses propositions concrètes. Nous avons aussi compris que l'opposition est nostalgique de l'accord de Ouaga, et parce que tout simplement, elle n'a pas été associée parmi les négociateurs, alors que l'État est une continuité. Nous avons des hommes valables dans notre système. Maintenant, l'accord, en quoi nous disons que l'accord est bon? On dit que l'accord est bon parce que lorsque on rentre dans
dans le document. On se rend compte... Vous croyez vraiment que vous serez récompensé lundi à Koulouba au monsieur, nombre des flèches et des attaques que vous faites contre l'opposition? Vous croyez qu'ils vont vous féliciter? Dramé, vous avez demandé que le débat soit haut. Je vous demande de ne pas descendre plus bas. Ne jouons pas... Je ne souhaite pas qu'on joue au pyromane. Certains excellent dans le rôle de pyromane. Et c'est pas bon. On ne doit pas faire peur les Maliens. Merci. Donc, quand on prend le contenu de cet accord, on se rend compte fort heureusement qu'il y a des clauses, des déterminants de développement et bien entendu de sécurité. Je prends ne serait-ce qu'au niveau de la police municipale. On dit que nous avons besoin d'une police municipale locale pour travailler naturellement avec l'exécutif et les élus locaux, pour contribuer à sécuriser les populations locales. On dit que parmi ces polices municipales, il y a la possibilité, et cette possibilité existe, elle est écrite, que des ressortissants du Nord, qui naturellement souhaiteraient être dans l'armée, souhaiteraient être dans cette police municipale, soient sélectionnés compte tenu de leurs critères, s'ils sont aptes. Et il y aura une commission nationale, locale, naturellement, qui va travailler sur les critères de sélection. Donc on se rend compte à ce niveau-là, c'est un élément fondamental qui vient, on va dire, conforter le dispositif national. 1. 2. Quand on rentre également dans le document, on se rend compte que au niveau de la régionalisation, on s'est dit, pour une première fois, nous avons un président de région qui est élu au suffrage universel direct, qui a les pouvoirs d'engager sa région, en rapport naturellement avec le représentant de l'État sur place. Je pense que M. Dramé lui-même, à l'époque, avait souhaité, je l'ai entendu sur les antennes, dire qu'il faut qu'il y ait une régionalisation qui permette une élection au suffrage universel direct. Ça, c'est un acquis. Mais on se rappelle aussi que dans cet accord, nous avons des éléments probants, notamment cette partie de la régionalisation qui est issue des États généraux et des éléments qui sont issus des assises du Nord. Nous voyons également dans la partie DDR, où on parle de démobilisation, on parle naturellement de réinsertion ou d'intégration de l'armée. On dit dedans, pour ne pas faire peur aux Maliens, qu'il y a une commission qui va se mettre en place, qui va évaluer les compétences, les capacités de ceux qui ont combattu. Est-ce qu'ils ont les mains souillées? Si oui, ils ont les mains souillées, ces personnes vont être mises à l'écart. Et si elles ne sont pas souillées, quelles compétences elles ont pour intégrer l'armée? Donc je dis quelque part, c'est un accord qui permet naturellement de stabiliser notre pays. Okay. Donc il n'y a pas de crainte à ce niveau-là. Okay. Complétez, professeur, ensuite on donne la parole à l'opposition. Mais restons dans le document, quoi. En quoi c'est bon, de manière, la méthode, la méthodologie, mais le document. Moi je crois que le président Tchébilé à lui-même, et je crois que nos deux partis ont été les deux partis. J'étais dans ce combat. Le parrainat a rejoint le RDS dans ce combat pour l'élection du gouverneur, entre guillemets. Cet accord permet une élection magistrale du gouverneur, ou en tout cas du chef de l'exécutif. Je pensais que au moins les parrainats allaient applaudir cette avancée de notre système démocratique. Professeur, en quoi le document est bon? Mais s'il vous plaît, vous êtes en train de me harceler. Non, je ne vous harcèle pas. Alors ne me posez plus, laissez-moi finir. En quoi c'est bon? Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Okay. Il est bon parce que nous pouvons élire les présidents de l'exécutif régional. Ça, c'est clair. Ça, c'est un point sur lequel, lui et moi, au moins, on est d'accord. Il est bon parce que la Constitution n'a jamais été violée. Justement, vous faites la méthode Coué, justement. Je pensais que dans ce débat, on allait approfondir nos idées. Mais vous répétez exactement ce que vous avez dit dans la salle l'autre jour. L'autre jour, vous êtes venu, et je vous le concède, rencontrer le gouvernement qui va faire son exposé et vous démonter son exposé. Je comprends ça. Mais aujourd'hui, avec nous, ça ne marche pas. Okay. Si on revient au document. Encore d'accord est bon. Non. Je vous dis que
l'accord est bon. Parce que jusqu'à présent, vous êtes à la peine, vous n'arrivez pas à nous expliquer en quoi l'accord est bon. Non, mais jusqu'à présent, ça fait 20 minutes que vous parlez, vous n'arrivez pas à expliquer. Bon, cette fois-ci, il va le faire. Même le journaliste pense que vous n'avez pas encore démontré en quoi il est. Le journaliste n'a rien compris. Laissez-le terminer sa parole. Le journaliste n'a rien compris. Pourquoi on ne l'interrompt pas? Parce que vous-même, allez-y, ça fait le journaliste n'a rien des compris. jours et des jours que vous parlez, vous n'arrivez pas à nous faire comprendre que l'accord n'est pas bon. D'accord. C'est ce que je suis en train de lui dire, il est pressé. Moi, je ne suis pas pressé. Oui, parce qu'on a des impératifs de temps. Non, d'accord, mais vous me parlez, vous m'empêchez de... Bon, allez-y, on allez-y dirait cette que vous ne fois-ci. voulez pas qu'on vous montre que c'est bon. Non, on vous aurait pas invité. Alors, On vous aurait pas invité. Laissez-nous la parole. Alors, laissez-nous. Soyons d'accord, soyons clairs, professeur. Si on voulait museler qui que ce soit, on n'aurait pas organisé ce débat-là. C'est de manière, c'est à notre propre initiative. Allez-y alors, allez-y. Et là, vous ne les coupez pas. Moi, ma question, elle est précise. En quoi l'accord est bon? Mais je vous ai répondu. Okay. Je vous ai dit que l'accord est bon parce que nous pouvons déjà élire nos gouverneurs. En tout cas, les chefs de l'exécutif régional. L'accord est bon parce qu'eux, ils disent qu'on a violé la Constitution. On a violé la Constitution nulle part. Tous les problèmes qui sont dans l'accord, les 3/4 peuvent être réglés par des décrets et des lois. Ce n'est pas la Constitution forcément. L'accord est bon parce que nous allons arrêter la guerre dans le Nord. L'accord est bon parce que tu ne peux pas défendre le Nord par ton armée. Vous parlez de l'armée, ceci, l'armée, cela. Vous pouvez défendre le Nord aujourd'hui, militairement. L'accord est bon parce que l'accord nous permet d'avoir du temps pour pouvoir nous préparer et mettre nos armées en place. Okay. Donc l'accord, ce qu'il répète tout le temps, on a violé la Constitution, il y a ça, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a qu'à lire l'accord, il n'y a qu'à lire les points pour lesquels ils disent qu'on a violé la Constitution. Il faut nous le dire, parce que vous ne le dites pas. La seule chose dont vous parlez, c'est que l'armée aura un truc bicéphale, un commandement bicéphale. C'est vrai, mais ça, ce n'est pas la Constitution. On a dit seulement de tenir compte des populations qui se sont mises en guerre. Vous allez faire un accord sans donner un petit truc à ces gens-là. Ok. Donc cette fois-ci, on va donner la parole à l'opposition. En quoi l'accord n'est pas bon? On reste précis dans le document. On va être très précis, mais je voudrais attirer votre attention. Vous constatez que le professeur Younous Hamedouké nous donne raison quand nous soulignons la responsabilité particulière du président de la République, de son gouvernement, dans la défaite militaire de 2014. Parce qu'il vient de dire que l'accord est bon parce que vous n'avez pas d'armée au nord pour défendre le pays. C'est vous qui l'avez dit en tant que majorité. Et c'est là, cette réalité-là, c'est parce qu'en mai 2014, le président de la République a laissé le Premier ministre nous engager dans une guerre aux conséquences militaires et politiques catastrophiques. D'accord. Donc, alors, maintenant, venons-en à l'accord. Le document. Prenons, qui avez abandonné le Nord. Prenons, qui avez laissé nos populations violées par les... Prenons l'élection des gouverneurs dont il parle. Vous qui avez laissé tout ça, c'est à cause de vous qu'on est aujourd'hui sans armée dans le Nord. Merci, professeur. Je voulais simplement souligner que vous nous rejoignez sur la question de la responsabilité dans la décomposition de l'armée en 2014. D'accord. En 2014. Non. Vous nous rejoignez. Merci beaucoup. Et laissez-moi continuer maintenant l'élection des gouverneurs. D'accord. L'élection des gouverneurs. Oui, l'élection des gouverneurs. Maintenant, on est vraiment dans le document. L'élection des gouverneurs. Je suis désolé. Ce qui est dans cet accord n'est pas ce que nous avions demandé. L'élection du gouverneur, c'est vrai que le parrainat, votre parti et d'autres partis avaient dit qu'il était important que nous avancions dans le cadre de la démocratisation de notre pays à faire élire les gouverneurs des régions. Mais les présidents de région, selon l'accord d'Alger, c'est un hyper-président qui cumule à la fois les fonctions de président de l'Assemblée régionale, de chef de l'exécutif, de chef de l'administration. C'est comme à l'échelon régional, si vous avez le président de la République, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale réunis dans la même personne. Il est élu au suffrage universel direct, comme la majorité vient de le rappeler. Ça lui donne des pouvoirs exorbitants qui n'ont pas de pareil dans le monde. Même quand vous prenez les ministres-présidents en Allemagne, les Länder, ils sont élus par leur assemblée des Länders. Et c'est différent du président de l'Assemblée. Mais vous avez ici le président de l'exécutif de la région, le chef de l'administration et le président de l'Assemblée régionale qui sont les mêmes personnes.
Ensuite, vous avez, contrairement à ce que nous avons entendu, il est dit à l'article 9 de l'accord d'Alger que les délibérations des collectivités territoriales sont exécutoires dès après notification aux représentants de l'État. Il est dit dans un autre article, je ne sais pas si c'est le 11 ou le 13, que le représentant de l'État a un rôle de contrôle a posteriori. Cela veut dire quand ce hyper-président va se réunir avec son monde, que les décisions qu'ils vont prendre, ils les mettront en œuvre immédiatement. Les représentants de l'État auront un rôle de contrôle a posteriori. Donc ce que nous voulons dire par là, c'est que dans le contexte d'un État affaibli, et l'État du Mali est affaibli, Dieu le sait, dans le contexte d'un État fragilisé, et Dieu sait que la gouvernance que nous voyons en œuvre depuis 18-19 mois a considérablement fragilisé l'État central, que dans un tel contexte, nous allons faire élire un président de région au suffrage universel direct, cumulant les fonctions législatives, exécutives, et que cela est un pas de plus vers l'autonomie de fait des régions. Mais nous disons c'est constant, cela n'est pas appliqué seulement au nord, c'est l'ensemble des régions du Mali. C'est en cela que nous disons que de facto, l'accord d'Alger nous fait entrer dans une nouvelle ère, à notre insu, sans débat, à notre insu, sans débat, et que ça s'est passé, on se demande même comment on est allé jusqu'à prendre de telles mesures de faire élire au suffrage. Partout ailleurs, vous regardez les régions autonomes espagnoles, en Allemagne et ailleurs, partout ailleurs, vous avez les assemblées régionales qui sont élues au scrutin proportionnel, et ces assemblées régionales élisent le président de l'Assemblée régionale et le président de l'exécutif. Mais au Mali, on a créé une sorte de monstre à travers cette région. D'accord, ok. Vous n'avez pas... Ok, Koïta, d'accord. Copier tout le temps. Ok, vous n'avez pas d'exemple. Il y a Koïta qui va vous L'exemple qui compléter. est dans l'accord d'Alger, vous ne l'avez nulle part ailleurs, ni en Afrique, ni... Bien sûr, le Mali peut inventer. D'accord. Le Mali peut inventer, mais non, monsieur le professeur. Ok, on laisse Dramé terminer, ensuite il va être complété par Koïta. Nous sommes en face d'une majorité. Nous sommes en face d'une majorité qui ne laisse pas parler l'opposition. Vous avez l'ORTM, parce que vous voyez ce débat, il a lieu à Africable. Ce n'est pas une question La télévision publique et la radio publique n'ont pas cru devoir organiser un tel débat. Allez-y. Alors, non mais je veux dire, si vous pouvez vous terminer. n'organisez pas sur votre radio et votre télévision, n'est-ce pas, un débat de ce genre, et quand c'est organisé sur une télévision privée, et vous ne voulez pas nous laisser parler. Okay. Vous voulez nous museler partout. Alors, si vous pouvez conclure rapidement. Je vais conclure, mais demandez à la majorité de ne pas museler l'opposition, de nous laisser parler. Ils ont l'ORTM, ils ont la radio, ils ont tout ce qu'ils ont là-bas. Et là, vous l'occupez tout le temps, vous expliquez que l'accord est bon sans démontrer. Maintenant que nous avons l'occasion d'expliquer que ce n'est pas bon, laissez-nous parler. Donc, je dis encore une fois, avec le reste de l'opposition, qu'à partir de ce que je viens d'expliquer, que cet accord contient les germes de l'autonomie du pays, que cet accord contient les germes. Nous l'avons dit l'autre jour devant vous et votre majorité. On va laisser Koïta vous compléter. Mais pourquoi vous voulez laisser Koïta me compléter? Koïta, il est là, il va dire des choses. Mais laissez-moi terminer, vous avez souhaité. Les autres n'ont pas su démontrer. Moi, je vous démontre. Laissez-nous continuer. Non, je vous laisse. Démontrer. Allez-y, on est presque à la fin de l'émission. Il faudrait qu'on la termine comme on l'a commencé, en beauté. Allez-y, monsieur Dramé. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Koïta. Merci beaucoup. Ce dont il s'agit du pays, de notre pays à tous. Cet accord, chacun sait les conditions dans lesquelles il a été obtenu. Son application, même s'il était signé par les autres, ceux de Kidal, il allait être extrêmement difficile. Alors, nous sommes confrontés à un problème à ce niveau-là, qui nous interpelle tous. Pas seulement la classe politique, mais le pays, les forces vives. Que faisons-nous dans ces circonstances-là? Est-ce qu'il n'y a pas encore d'espace pour une discussion supplémentaire? Est-ce que le blocage auquel nous faisons face par le refus de Kidal de paraffer ne doit pas nous amener à repenser au nécessaire dialogue intermalien, entre Maliens, pour pouvoir continuer et réfléchir aux conditions d'amélioration
aux faiblesses du texte et à la mise en œuvre ultérieure. Voilà des questions que nous souhaitons poser à votre attention, monsieur de la majorité. D'accord, Koïta, ensuite on va donner la parole à la majorité. Oui. En quoi cet accord n'est pas bon? Il n'est pas bon parce qu'il falsifie l'histoire de notre pays, en qualifiant l'Azawad d'une entité socio-culturelle, mémorielle et symbolique. Si l'Azawad est une entité, il n'est qu'une entité géopastorale. Cet accord, il viole la constitution du Mali. À son article 2, qui dit « Les Maliens naissent libres et demeurent égaux en droit et en devoir. Toute discrimination basée sur la race, la religion, la communauté est prohibée. » Cet accord dit, à son article 5, une plus grande représentation des populations du Nord au sein des institutions nationales. Violation de notre Constitution. En quoi l'accord viole notre Constitution? Il est dit à l'article 53 de notre Constitution, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, il dispose de l'administration et de l'armée. Dans cet accord, le gouvernement ne dispose plus de l'administration des régions. C'est les présidents des régions qui disposent. Nous prenons l'exemple sur la France. En France, c'est comme le Mali, c'est un État unitaire décentralisé. En France, il y a la déconcentration de l'administration. M. Sako peut me rectifier. Dans cette déconcentration, vous avez au niveau régional le préfet des régions. Au niveau départemental, le préfet du département. Au niveau de la décentralisation, vous aviez en ce moment les régions, c'est ça qu'on appelle conseil régional. Vous avez les départements, conseil départemental. Vous aviez également la commune, conseil municipal. Mais chez nous ici, on nous dit nous allons partir à l'élection du président du conseil régional, qui est chef de l'exécutif, président de l'Assemblée nationale, non, président de l'Assemblée régionale, je m'excuse plutôt, et chef de l'administration. Cet accord n'est pas bon, parce que cet accord, comme je l'ai dit, vous aviez parlé de l'intégration des rebelles, des groupes armés dans l'armée, et même à ce niveau, dans cet accord, on viole le statut de l'armée. Puisque dans cet accord, on nous dit que ceux qui ont pris les armes contre le Mali, que ceux qui ont violé nos femmes, que ceux qui ont porté atteinte à l'intégrité du territoire du Mali, qui étaient dans l'armée à la faveur du pacte national où ils avaient été intégrés, qui ont déserté l'armée, qui retournent dans notre armée avec au moins des grades. Qu'on nous dise, ouais, ça s'est fait dans le passé. Mais je pense qu'Ibeka a été élu pour que ça ne se fasse pas. D'accord. Ibeka a été élu pour qu'on puisse redonner au peuple malien son honneur et sa dignité. Ibeka qui nous avait dit, je ne négocierai pas avec les hommes en armes. Les négociations ne se feront qu'à Bamako. Aujourd'hui, nous négocions avec les hommes en armes. Aujourd'hui, les négociations ne se tiennent plus à Bamako. Maintenant, quand on nous dit que l'accord de Ouaga, cet accord de Ouaga a permis à certains candidats de battre campagne à Kidal. Cet accord de Ouaga a permis à certains d'avoir des députés à Kidal. Cet accord de Ouaga a permis à l'administration d'être à Kidal. Voilà pourquoi nos préfets ont été égorgés suite à la visite. D'accord. On me fait signe qu'on a exactement 4 minutes. Exactement 4 minutes pour boucler l'émission. 4 minutes, il y a 4 invités autour du plateau. On va donner la parole à chacun en 1 minute, un dernier mot, et puis on conclut l'émission. Oui, vous allez conclure lorsque vous allez avoir la parole. Vous allez réagir également. Koïta, vous prenez la parole pour votre dernier mot et ensuite on va donner la parole à la majorité. Moi, je voudrais vous remercier. Et je voudrais dire que nous sommes à un moment extrêmement important de la vie de nos nations, puisque le gouvernement actuel veut nous engager à travers un accord qui risquerait de remettre en cause l'avenir et le devenir de nos nations. Mais je dis, nous avons une opportunité aujourd'hui, avec le refus de la CMA de paraffer le document. Nous demandons à notre gouvernement d'être à l'écoute de son peuple. Nous demandons à notre gouvernement de se saisir de cette opportunité pour s'approprier de ce dossier d'Alger, puisque notre tort a été de confier la gestion de ce dossier à l'Algérie. Aujourd'hui, je pense qu'ensemble, il ne s'agit pas de l'opposition ni de la majorité, il s'agit du Mali. Pour qu'il y ait une majorité, il faut que le pays existe. Pour qu'il y ait une opposition, il faut que le pays existe. Aujourd'hui, que le président de la République crée les conditions pour que l'ensemble des fils dignes de ce pays puissent se retrouver pour sauver l'essentiel. L'essentiel, c'est l'intégrité territoriale du Mali. L'essentiel, c'est l'unité du Mali. Et l'essentiel, c'est la paix. Ok, vous l'avez dit en 1 minute chrono. Monsieur Dramé. Mais non, vous avez commencé par nous, ce débat. Donc, permettez que nous terminions. Donc, donnez-leur la parole. Oui, non, allez-y, c'est juste... Je vous fais remarquer simplement le traitement inégal, c'est tout. Vous avez commencé par nous, vous faites... Très bien. Nous, c'est relativement simple. Nous sommes conscients que notre pays est au pied du mur.
du fait de la politique menée dans ce pays depuis 19 mois. Que le pays est au pied du mur, que le pays est coincé entre le marteau et l'enclume. Et que la réponse des groupes de Kidal à la suite de 9 mois de négociations est une forte interpellation pour tous. Et que nous ne devons pas fermer les yeux sur ces réalités-là. Et que cela nous interpelle tous en tant que Maliens. Parce qu'il s'agit de notre pays. C'est pourquoi nous pensons qu'il est nécessaire que l'on explore les possibilités de donner de nouvelles chances au dialogue entre Maliens, inter-Maliens. Si nous considérons que Kidal est au Mali, et Kidal est au Mali, que donc ceux qui ont pris les armes contre le pays, même en prenant les armes contre le pays, sont des Maliens, nous devons réfléchir ensemble aux moyens de les faire revenir dans le giron de la République, dans le cadre de la République du Mali. Et cela, nous devons le faire ensemble. Ce gouvernement, ces pouvoirs publics ont été incapables, pendant tout le processus d'Alger, de réunir le pays pour pouvoir en discuter. Ce n'est pas la réunion du 7 février, pendant quelques heures avant le départ de la délégation à Alger, qui est la réponse à la demande de concertation, de discussion nationale pour dégager une position malienne commune. Il y a eu de l'autisme, un refus d'écouter les voix de la raison qui consistait à dire ce n'est pas une question de majorité ou d'opposition, c'est une question nationale. Réunissez le pays pour qu'on en discute. Ça n'a pas été le cas. Le résultat est là aujourd'hui. Cet accord divise le pays. Alors, il n'est pas encore trop tard qu'on se réunisse pour rechercher ensemble les voies du consensus autour de cette question, qui est une question nationale, pour pouvoir chercher les possibilités d'améliorer le texte, les possibilités de sa mise en œuvre avec le soutien de tout le pays. Oui. Voilà donc le dernier mot que j'avais. Professeur Dicko. Si le professeur Dicko me donne son temps de parole, j'avancerai une autre proposition. Professeur Dicko, le mot de la fin. Merci, mais moi je ne suis pas au mot de la fin. Pour cette émission, il y aura d'autres rendez-vous. Ils ont dit des contre-vérités, vous ne l'avez pas laissé réagir. On ne peut pas tout débattre autour de ce plateau, mais justement. Mais ce n'est pas nous, justement, voilà. C'est eux. Ouais. C'est eux qui n'ont aucune position constructive et ils essayent de trouver dans ce texte un certain nombre de choses qui ne permettent pas d'avancer. Eux-mêmes demandent une concertation, mais c'est eux-mêmes qui empêchent la concertation. Le Premier ministre vous a réuni le 1er mars. Il vous a demandé, au nom du président de la République, d'accompagner le gouvernement. L'autre jour, c'est le ministre des Affaires étrangères, M. Diop, qui vous a demandé d'accompagner le président et même qu'il attend vos alertes. Ça, c'est le terme qu'il a utilisé. Et je pense qu'à ce titre-là... Il n'y a pas longtemps, vous étiez d'accord avec nous. Mais je suis d'accord toujours avec vous. Non, il n'y a pas longtemps, vous étiez d'accord avec nous. Oui. Sur les fondamentaux de ces projets d'accord. On est toujours comment se fait-il que vous avez changé d'avis? Mais qui a changé d'avis? C'est vous qui changez d'avis. Okay, c'est vous qui mettez le feu. Allez-y, professeur, on vous laisse. C'est vous qui mettez le feu. On met le feu. Allez-y, allez-y, professeur. On met le feu où? Allez-y, professeur. Tout de suite, il dit le verre à moitié vide. Professeur, on va vraiment pas revenir en arrière. Allez-y, professeur. Vous accusez nous. Allez-y, parce que je vous ai laissé parler. Nous, opposition. Je vous ai laissé parler. Démocratique et républicaine. Je vous ai laissé parler. Nous mettons le feu. Pas républicain. Retirez ça. Vous n'êtes pas républicain. Non, je suis désolé. Vous n'êtes pas démocrate. Allez, non, professeur, professeur, pas d'invective, s'il vous plaît. Pas d'invective. Pas d'invective. Je vous demande de retirer allez-y, ce mot que nous mettons le feu. Oui. Vous voulez dire que nous mettons le feu au pays? Non, il ne s'agit pas de ça. Professeur, si vous terminez, allez-y, Je professeur. demande au professeur de retirer cette accusation. C'est vous qui mettez le feu. Mais oui. Parce que nous sommes une C'est vous opposition qui parlez comme ça, responsable, devant moi, républicaine. Professeur, il y a des jeunes générations qui vous regardent. S'il vous plaît, pas d'invective. Ce débat, on l'a commencé dans le respect, dans la courtoisie. Ok, allez-y alors. Terminez. Il faut qu'il me laisse parler. Allez-y. Terminez. Vous voulez me laisser parler. Allez-y, vous aussi, vous avez la parole, professeur. Ou je la donne à M. Sako. C'est dès que du vocabulaire. Mais allez-y. Pourquoi je peux t'empêcher de parler? Je ne peux pas vous empêcher. Oui, allez-y, professeur. Mais je vous dis de me laisser parler, moi. Allez-y, professeur. Allez-y, vous avez la parole. J'ai dit que
le même appel qu'ils font. Le Premier ministre a fait cet appel. Le ministre des Affaires étrangères a fait cet appel à toute la classe politique d'accompagner le gouvernement pour obtenir la paix dans le Nord. Et je crois que je donne d'autres conclusions que ça. Ok. Parce que moi-même, j'ai fait des démarches auprès des partis. Ismaël Sako, en 1 minute. Merci encore une fois de plus. Je voudrais remercier davantage Africa Télévision pour cette initiative et nous avons espoir que le débat politique pour naturellement asseoir la culture démocratique dans notre pays se poursuivra ici et ailleurs. Ensuite, pour rappeler qu'en 1 minute, que nous n'avons pas à avoir peur de cet accord. Je demande aux Maliens qui nous écoutent d'avoir confiance au pouvoir en place et à la démarche démocratique et participative que nous avons initiée, parce que nous serons avec eux à l'intérieur pour échanger de vive voix, parce que la délégation gouvernementale n'a pas cessé de les approcher à l'intérieur. Et les gens ont entendu, ont écouté, ont donné leur quitus au gouvernement pour poursuivre ces négociations-là. Maintenant que la CEMA a été consultée une base seulement à Kidal, alors que leur base, d'après cette CEMA, c'est aussi Tombouctou et Gao, donc il y a un échec, que les Maliens l'entendent. Nous avons consulté les Maliens à l'intérieur avant de paraffer. Maintenant qu'on se rappelle aussi qu'il n'y a pas de discrimination, on donne la possibilité à nos ressortissants du Nord de pouvoir postuler. Ils ne sont pas pris parce que seulement ils sont blancs ou noirs. Ils sont pris parce qu'ils ont une compétence technique qui leur permet de remplir les postes au niveau de la fonction publique territoriale. C'est bien précisé. Enfin, je vais rappeler. On est en fin d'émission, allez-y. En 30 secondes, on est en fin d'émission. On ne va pas refaire le débat. Je vais tout simplement rappeler que nous avons l'avantage, grâce à cette régionalisation, qu'il y ait 30% de l'ensemble des ressources qui vont être reparties à l'ensemble des régions du Mali et non pas seulement du Nord. Quand la CEMA demandait 20% sur la part des ressources qui sont exploiter localement. Nous avons dit non à cela. Enfin, je veux tout simplement dire à nos auditeurs et à nos auditrices ou à nos téléspectateurs et téléspectatrices que notre pays a besoin d'un sursaut national. Nous avons espoir que l'opposition reviendra de meilleurs sentiments. Et en tant que républicains et démocrates tels qu'ils le disent, nous nous donnerons la main pour que nous puissions rassurer nos concitoyens et que nous puissions ensemble donner le message de paix et de stabilité dont nous avons besoin. L'action pyromane ne sert à rien. Nous serons ensemble à l'intérieur pour débattre avec les Maliens. Non, s'il vous plaît, moi je suis gêné, franchement. On est gêné quand on entend ces termes. Pyromane, non, franchement, vous êtes des leaders politiques, les invectives et autres, vous débattez pour le bien de la nation. Franchement, ces termes, les investis, donnez les points de vue, tout simplement. Nous l'avons donné, Tangara. Nous voulons tout simplement que le débat, nous disons tout simplement à nos amis, à nos frères de l'opposition, que nous avons la possibilité historique aujourd'hui et pas seulement demain, de nous donner la main et de parler aux Maliens de la vérité pour que notre pays redevienne stable. Nous avons besoin de l'opposition. Vous et nous, on peut réussir cela. D'accord. Pensons Mali. D'accord. Juste un appel qui consiste... Oui, juste, on me signale qu'on est à 30 secondes de la fin de l'émission. Ça va me permettre de conclure. Mars, c'est une date dans l'histoire du Mali. Septembre également, c'est une date. Est-ce que devant les téléspectateurs, on peut faire la promesse que opposition et majorité vont se retrouver en septembre prochain pour débattre des 24 mois de la présidence Ibeka, les acquis, les insuffisances. Est-ce qu'on peut prendre cet engagement-là ce soir? Avec une majorité qui est respectueuse de l'opposition, qui n'a pas à la bouche des propos, vous êtes des pyromanes, vous mettez le feu au pays, etc., alors que cette opposition a démontré depuis 19 mois qu'elle est une opposition responsable. Qu'elle est une opposition qui n'a pas appelé un seul jour les Maliens à descendre dans la rue. Pas un seul jour. Parce que nous savons d'où vient notre pays, comment notre pays est fragile, et nous savons que nous avons tous le devoir. L'opposition sera là en septembre. Mais bien entendu, si vous nous appelez, mais appelez des responsables de l'opposition qui n'ont pas l'injure, simplement à notre égard. Ismaël, la majorité sera là pour cette émission en septembre, les 24 mois de la présidence Ibeka. Naturellement, nous serons présents pour échanger avec nos amis de l'opposition. Pourquoi pas de façon responsable et saine. Les téléspectateurs sont les témoins. Ainsi prend fin ce numéro de politique, le débat consacré à mars. Quel Mali après mars 2012? Nos invités étaient le professeur Younous Amey Diko, président
du Rassemblement pour la démocratie et la solidarité RDS, et Ismaël Sako, président du Parti social-démocrate africain PSDA, des partis de la majorité. En face d'eux, il y avait Tchébile Dramé, président du PARENA, le Parti pour la Renaissance nationale, et Amadou Koïta, président de PS Yelenkura. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de politique. Et notez également en septembre prochain cet autre débat entre majorité et opposition sur les 24 mois de la présidence Ibeka. À très bientôt sur notre chaîne.